Le 31 janvier 2000, l'équipage d'un avion de ligne américain assurant la liaison Puerto Vallarta-San Francisco s'est retrouvé dans la pire des situations. Essayer de piloter un avion devenu incontrôlable. Tu le tiens, oui, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est encore pire qu'avant! Voici l'histoire du vol Alaska Airlines 261. J'y arrive pas! Personne n'a envie de perdre un être cher, un fils ou une fille. Personne n'imagine qu'un jour une telle tragédie puisse arriver dans sa famille. Quand de tels accidents surviennent, on se dit Dieu merci, ça ne nous est pas arrivé. On pense que les statistiques jouent pour nous. Puerto Vallarta. Nous sommes au Mexique, sur la côte Pacifique. Soleil, mer bleue et mariachi, la destination est prisée par les touristes américains. Surtout en plein hiver, comme en ce mois de janvier. Cette jeune femme, Colleen Worley, a décidé en cette année 2000 de fêter son 34e anniversaire sous les tropiques. La tête pleine de souvenirs, le 31 janvier, Colleen et son fiancé Monty prennent le chemin du retour. Au total, 83 passagers embarquent sur le vol Alaska Airlines 261 qui doit les ramener à San Francisco. Habitués à voyager, les 3h30 de trajet n'ont pour eux rien d'exceptionnel. Ce jour-là, l'équipage est composé de 2 vétérans. 2 pilotes particulièrement chevronnés, le commandant Ted Thompson et le copilote Bill Tansky, cumulent à eux deux plus de 10 000 heures de vol, dont la plupart sur la famille des MD-80. Leur avion est un MD-83, un appareil construit dans les années 80 par McDonnell Douglas et vendu à plus de 1100 exemplaires dans le monde entier. Pour les pilotes, le vol est une pure routine. La météo est bonne, le trafic pas trop dense, aucune difficulté à l'horizon. Vol 261 prêt au décollage. Relais d'atterrissage. Vérifié, confirmé. Aérofrein. Vérifié, armé. Instrument. La seule ombre à ce tableau idyllique, c'est la compagnie. Air Alaska est une compagnie apparemment florissante dont les avions sillonnent la côte ouest américaine du Mexique à l'Alaska. Mais les passagers en embarquant ignorent qu'Air Alaska est aussi sous le coup d'une enquête menée par l'administration fédérale américaine. 2 ans auparavant, en 1998, un mécanicien de la compagnie a dénoncé aux autorités Air Alaska pour non-respect des règles d'entretien sur ses avions. Le 31 janvier 2000, l'enquête est toujours en cours lorsque le vol 261 décolle pour San Francisco. L'avion monte tranquillement vers son altitude de croisière. En cabine, tout le monde est confortablement installé. Tout en contemplant la pureté de l'horizon à 10 000 mètres d'altitude, sans doute certains passagers font-ils des projets. Ils avaient annoncé leur fiançailles au Noël précédent. Et nous avions décidé d'organiser une grande fête de famille pour les féliciter.
Abby Miller Bush revient d'un séjour à Mexico avec son mari et des amis où ils ont célébré sa brillante promotion professionnelle. C'est dur à décrire. C'était une jeune femme très joyeuse. Tout le monde la savait aussi très généreuse. Elle était très appréciée. Dean et moi avions l'habitude d'aller là-bas ensemble, et c'était la première fois qu'il y allait tout seul. Dean m'a appris à m'amuser. Il aimait raconter des histoires drôles. On aurait dit un jeune chien. L'avion est maintenant en croisière. Il vole à plus de 10 000 mètres d'altitude et remonte vers le nord en longeant la côte ouest américaine. Soudain, les pilotes remarquent quelque chose d'anormal. Une de leurs commandes, le compensateur de la gouverne de profondeur, ne fonctionne plus. Interrupteur compensateur. Normal. Disjoncteur. Réenclenché si nécessaire. D9, D10, D11, ok. L'équipage applique la procédure écrite prévue dans ce cas. Mais le compensateur paraît vraiment bloqué. Sur le MD-83, la gouverne de profondeur est située au sommet de la dérive. Et le compensateur occupe une large partie de cette gouverne, plus de 4 mètres carrés. C'est lui qui permet à l'équipage de faire monter ou descendre l'avion sans effort physique. Pour l'instant, la panne paraît mineure. L'équipage croit d'abord à une défaillance des moteurs électriques qui actionnent la gouverne. Ils ont été confrontés à un problème qui les a pris en traître. Ce problème n'était pas censé être grave. S'ils avaient vraiment pressenti un danger, les pilotes auraient fait demi-tour et seraient revenus se poser sur l'aéroport mexicain d'où ils avaient décollé. Mais ils ont considéré ce problème comme mineur et, fort logiquement, ont essayé de le résoudre en vol. Depuis maintenant plusieurs minutes, les pilotes essaient de débloquer le compensateur. Régulièrement, ils appuient sur le bouton de la télécommande installé sur le manche. Mais rien ne se passe. Un des systèmes marche. Ils essaient aussi de l'activer manuellement. Non. Aucun système opérationnel, compensateur bloqué, ne pas utiliser le pilotage automatique. Vérifié. La situation n'est pas gravissime, elle est juste inconfortable. Le compensateur s'est bloqué dans une position de léger piqué et l'avion a tendance à descendre. Non. Aucun système Pour maintenir leur niveau de vol, les pilotes doivent lutter contre des vents qui viennent frapper la gouverne arrière à plus de 800 km/h. Pour cela, ils doivent tirer assez fort sur le manche afin de redresser le nez de l'avion. Comme prévu dans une telle situation, le commandant décide d'appeler le service de maintenance d'Alaska pour tenter d'obtenir de l'aide. Maintenance, on voudrait savoir si une défaillance de ce type a été signalée récemment sur cet appareil et s'il y a un interrupteur quelconque qui puisse remettre les moteurs en marche. Bien reçu, 261. J'ai vérifié, rien n'a été signalé ces 30 derniers jours. Oui, nous n'avons rien vu sur le carnet de vol. Avance un peu ton siège pour que je vérifie la position du levier. À part ça, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose que nous n'ayons pas vérifié, je comprends pas. Je vais vous donner un exemple que tout le monde peut comprendre. Quand vous voulez démarrer votre voiture, vous enfoncez la clé dans la serrure. Mais si rien ne se passe, vous allez probablement tourner la clé dans tous les sens, puis la retirer pour réessayer. Je pense que l'équipage a fait exactement la même chose. Les pilotes devaient se dire, peut-être qu'à force d'essayer, ça va finir par marcher. Le commandant ne veut prendre aucun risque et décide de se dérouter vers Los Angeles, qui est à proximité. Ce qui n'enthousiasme guère le centre de coordination d'Alaska Airlines. Seattle Opération Alaska 261. Si vous voulez vous poser à Los Angeles pour des raisons de sécurité, nous vous autorisons à atterrir. Mais je dois vous prévenir que vous ne pourrez pas atterrir avant 1 heure, voire 1h30, parce que l'aéroport est saturé. Écoutez, vous me mettez dans une situation délicate. Je ne veux pas entendre parler de trafic saturé. Je veux juste savoir où je peux me poser. Nous voulons juste opter pour la solution la plus sûre, donc si vous devez atterrir, je veux juste vous donner toutes les infos. On aurait peut-être besoin d'un instructeur pour lui parler de notre problème, ou d'un instructeur sur simulateur. Alaska 261, site de l'opération. Pourrions-nous être mis en contact avec des instructeurs au sol?
L'idée est bonne. Ces deux pilotes aguerris n'ont jamais vu ce type d'incident et leur premier réflexe est d'essayer modestement de s'informer auprès des spécialistes. Malheureusement, aucun instructeur n'est disponible et dans le poste, la tension monte. Ça me rend fou, ça. C'est pas que je veuille assister, mais je trouve ça incroyable. Qui pense qu'on va atterrir sans problème et pouvoir réparer, il ne pense qu'à l'intensité du trafic. C'est vrai, je suis désolé, mais... Ils essaient de te mettre la pression. Je sais pas. Oui, sans doute. L'aéroport de Los Angeles se rapproche et les pilotes doivent maintenant songer à la descente. Avec une inconnue majeure. Comment l'avion va-t-il réagir? Risque-t-il de perdre le contrôle de l'appareil? La maintenance au sol demeure silencieuse. À ce stade, l'équipage est inquiet, mais n'a pas conscience d'être dans une situation critique. Les deux hommes maintiennent leur altitude de 32 000 pieds à la force de leurs muscles, tout en essayant encore et toujours d'activer le compensateur désespérément bloqué. Ça devrait le décoincer. Jusqu'au moment où... Nom de Dieu! Est-ce que tu l'as? Bordel! Qu'est-ce que tu fais? Ça s'est débloqué! À près de 10 000 mètres d'altitude, l'avion s'engage soudain dans un piqué vertigineux durant une longue, très longue minute. C'est encore pire qu'avant! Les pilotes doivent mobiliser toutes leurs forces pour tenter de reprendre le contrôle de la machine. On décroche! Ils essaient de tirer sur le manche pour redresser l'avion, mais le compensateur contre leurs efforts. L'avion est à la limite de sa résistance. Plus la descente se prolonge, plus la vitesse s'emballe. Pousse le manche! Pousse le manche! Enfin, lentement, l'équipage ramène l'appareil à l'horizontale. En vol à peu près stabilisé, mais maintenant à la limite de la survitesse. Sors les aérofreins. Donne-moi les pompes de pression. Ok, Aide-moi. Aide-moi. ok. Los Angeles approche d'Alaska 261. Nous venons de faire un vrai plongeon. J'ai perdu le contrôle. On est parti en piqué. Répétez, Alaska 261. Oui, nous sommes à 26 000 pieds. Et on est parti en piqué. Ah, là, on a rétabli. Mais on a du mal à contrôler l'altitude de l'appareil. Bon, aide-moi. Quand on aura réussi à ralentir la vitesse, peut-être que ça ira un peu mieux. Cette fois, la situation est grave. L'équipage a du mal à maintenir l'assiette horizontale et le compensateur bloqué pousse toujours le nez de l'avion vers le sol. Nous sommes à 23 700 pieds. Demandons. C'est bon, on a repris le contrôle. Non, on l'a pas. Ok. L'épreuve devient extrêmement physique. Le MD-83 est un avion d'ancienne génération. Il ne dispose pas de commandes électriques comme les avions modernes. Ici, le manche est toujours mécaniquement relié aux gouvernes. Et les pilotes tiennent littéralement le destin de l'appareil à bout de bras. En cabine, les passagers sont terrorisés et essaient tant bien que mal de se remettre du vertigineux plongeon. À cet instant, les souvenirs de vacances sont bien lointains. Dean était quelqu'un de particulièrement sociable. Je suis sûre qu'il a engagé la conversation avec les autres passagers, qu'il a discuté avec la personne assise à côté de lui. Colleen était très différente de mes autres enfants et elle adorait voyager. Elle était très belle. Elle avait 25 ans. Et on avait l'impression qu'elle possédait sa fusée personnelle pour voyager partout.
Dans le poste, la situation demeure instable, même si pour l'instant, elle est à peu près sous contrôle. Les pilotes sont arrivés à stabiliser l'avion et ils ont pris la décision d'atterrir d'urgence à l'aéroport de Los Angeles. Mais pour cela, ils devaient ralentir l'appareil et procéder à quelques essais. On va rentrer les aérofreins. Non, non, laisse-les. J'ai l'impression que ça nous aide. Nom de Dieu, ils cherchent vraiment à piquer du nez. On dirait. Ne touche pas à ça. D'accord. Il faut maintenant préparer l'avion à l'atterrissage. Pour cela, il faut ralentir, descendre et s'aligner sur la piste. Mais avant d'entamer l'approche, le commandant veut être certain de totalement maîtriser la machine. Alaska 261, où en êtes-vous? Alaska 261, nous sommes à 24 000 pieds. L'appareil est à peu près stable. Nous allons ralentir et on va procéder à quelques tests. Pouvez-vous me donner une altitude dégagée entre les niveaux 200 et 250? Alaska 261, vous avez un créneau d'altitude entre les niveaux 200 et 250. Le vol 261 est maintenant isolé du trafic aérien et peut, sans danger, procéder à des manœuvres d'essai. Prends les commandes. Laisse-moi essayer. Ok. Comment tu le sens? Je sais pas trop, ça me fait monter l'adrénaline. On peut dire qu'on vient de passer un mauvais moment. Ouais, c'est vrai. On s'est planté, on n'a pas intérêt à recommencer. Ouais, on est vraiment parti en piqué. Est-ce que c'est encore pire qu'avant? Ouais, on est dans une mauvaise posture. Les pilotes commencent à deviner que leur problème n'est pas seulement une panne de moteurs électriques. Le compensateur est complètement bloqué. Et je pense que cela peut empirer. Ça va sans doute empirer. On va ralentir. On va ralentir à 200 nœuds et voir ce qui se passe. En ralentissant, la pression de l'air sur les gouvernes diminue et soulage d'autant l'équipage, toujours obligé de tenir l'horizontale à bout de bras. Le commandant essaie à nouveau d'obtenir de l'aide de la maintenance au sol. Seattle, opération d'Alaska 261, vous me recevez? Oui, vol 261, ici la maintenance. Écoutez, on a appuyé sur les deux interrupteurs et on a essayé en manuel et l'avion est parti en piqué. Il s'est mis à piquer du nez tout droit. L'avion est parti en piqué? Tout à fait. Du coup, on est dans la merde. On tient pour l'instant, mais la situation est encore pire qu'avant. Vous avez un compensateur plein piqué et vous n'arrivez pas à le remettre en cabré, c'est ça? Oui, affirmatif. Il est bloqué en position piquée et je n'ose pas refaire un autre essai pour le débloquer. Ok, bon, c'est comme vous voulez. Si vous voulez réessayer, ça me va. Si vous préférez éviter, ça me va aussi. Nous vous verrons à la porte de débarquement. Même si le contact avec le personnel au sol est important, les mécanos, les ingénieurs ou ceux qui ont construit l'avion ne vous donneront pas forcément la solution à votre problème. L'équipage avait déjà passé en revue toutes les solutions auxquelles il pouvait penser. Visiblement, au sol, les techniciens de la maintenance n'ont pas réalisé la gravité du problème. Quoi qu'il en soit, dorénavant, les pilotes sont seuls face à leur destin. Les passagers aussi. Et ils ont besoin d'être rassurés. Mesdames et messieurs, nous avons eu quelques petits problèmes que nous sommes en train de régler. À droite, vous pouvez apercevoir Los Angeles, où nous allons nous poser. Nous faisons tout notre possible pour remédier à la situation. Je ne prévois pas de grosses difficultés dès que nous aurons procédé à quelques réglages. Nous allons nous poser sur l'aéroport de Los Angeles. D'après mes estimations, nous nous y poserons d'ici 20 à 30 minutes. Durant quelques minutes, le calme et le professionnalisme du commandant fait illusion dans la cabine. Et l'espoir revient. Los Angeles paraît si proche. Même si la menace est toujours là, juste à l'arrière. Les pilotes manient l'appareil avec un maximum de précaution. La descente est lente et pas à pas, ils essaient de vérifier la maniabilité de l'avion.
Los Angeles approche d'Alaska 261, vous me recevez? Nous sommes en descente pour le niveau 220. Notre stabilisateur est toujours bloqué, nous avons beaucoup de mal à contrôler notre altitude. Mais je vais stabiliser au 220 et refaire des essais. Avant l'atterrissage à Los Angeles. Pour éviter tout risque supplémentaire, l'équipage demande à faire ses essais au-dessus de l'océan. Los Angeles approche d'Alaska 261. J'ai besoin de poursuivre la descente pour changer ma configuration de vol et vérifier que je peux contrôler l'avion. Et je préférerais le faire au-dessus de la baie dans la mesure du possible. Si le pire venait à arriver, le commandant veut absolument éviter que l'avion ne s'écrase au sol et fasse encore plus de victimes. Les gens ne réalisent pas que beaucoup de vies ont été sauvées grâce à l'équipage qui a décidé de rester au-dessus de l'eau tant qu'il ne maîtrisait pas totalement l'avion. Et à nouveau, l'équipage redemande au contrôle d'isoler le vol 261 du reste du trafic pour éviter tout risque de collision. Alaska 261, volez au cap 280. Descendez et maintenez-vous à 17 000 pieds. 280 et 17 000. Alaska 261. On a aussi besoin d'un créneau d'altitude. Compris, Alaska 261. Vérifiez que les coffres à bagages sont bien fermés et les passagers attachés. Ok. Parce que je vais faire des essais. Je vais devoir cabrer l'avion, j'espère reprendre le contrôle de cette façon. Je vais le tester en vol. Comment ça se passe? Il pique encore plus du nez. Vraiment? Oui. Essaie les volets 15, 11. Il faut que j'arrive à 11. Ok, mais plus de puissance. Je suis à 250 nœuds. C'est très dur? Non, là c'est plutôt stable, tu vois, mais il faut redescendre à 180. La vitesse d'atterrissage est d'environ 140 nœuds. L'avion doit perdre presque la moitié de sa vitesse. Et les pilotes ont conscience que chacun de leurs gestes peut être fatal. Ok, sors les volets et les becs, s'il te plaît. Les becs aussi? Oui. L'équipage va tenter une manœuvre pour essayer de résoudre le problème. Ce que je voudrais faire, c'est essayer de le cabrer et ensuite le laisser retomber pour essayer de soulager l'arrière et voir si ça débloque le compensateur. En cabine, malgré les mots rassurants du commandant, les passagers luttent contre la peur. Leur dernier espoir tient au savoir-faire et à l'expérience des pilotes. Je crois que c'est stable maintenant. Mais il n'y a toujours rien qui s'affiche. La manœuvre du commandant échoue. Le compensateur est toujours bloqué en position à piquer. Le compensateur doit être... Il y a quelque chose qui cloche là, derrière. C'est clair. C'est peut-être un problème mécanique. Tant qu'on arrive à contrôler la machine, on devrait essayer d'atterrir. Tu crois? Ok. Allons à Los Angeles. Mais au moment où ils reprennent le cap sur Los Angeles pour atterrir, ils sentent brutalement un choc dans la queue de l'avion. T'as senti Ouais. ça? Ok, sur moi les becs. Oh putain! Qu'est-ce que... Ah ouais! Ah. À 6000 mètres d'altitude, l'avion repart dans un piqué vertigineux. Immédiatement, pour éviter toute collision, le contrôle écarte tous les autres vols commerciaux en approche sur Los Angeles. Merde! Ce sont les pilotes de ces avions, témoins involontaires du drame, qui vont décrire la situation au contrôle. That plane has just started to do a big, huge plunge. Yes, sir. He is definitely in a nose-down position, descending quite rapidly. Definitely out of control. Plane's inverted, sir. Okay. Yeah, he's inverted. L'équipage en vol sur le dos arrive à peine à atteindre les commandes. Pourtant, professionnels jusqu'au bout, les deux hommes essaient toujours de se battre. Pousse! 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 Remonte vers le bleu! Ils ont essayé de faire voler l'avion alors qu'ils étaient sur le dos. Ils ont toujours cru qu'ils arriveraient à reprendre le contrôle de l'appareil. Pousse! Je pousse! Mets du pied! Mets du pied! Je touche pas les pédales! Du pied à droite! Du pied à droite! Ah! L'avion était ballotté de gauche à droite. Il se retournait, partait en vrille. On est toujours en train de voler! On vole! Oui, on vole! Dis-leur ce qu'on fait! Nous sommes sur le dos, mais on vole! Ouais!
L'avion était sur le dos, les pilotes étaient littéralement suspendus à leur harnais, les passagers n'étaient maintenus qu'au niveau de la ceinture. Cette fois, on y est. And he just hit the water. Yes, sir. He hit the water. He's down. Après une infernale descente de 60 secondes, le vol 261 percute l'océan à plus de 400 km/h et se désintègre. Les premiers hélicoptères de secours sont sur les lieux quelques minutes plus tard. Mais il n'y a personne à sauver. Les 83 passagers, dont 3 jeunes enfants, ainsi que les membres de l'équipage sont morts sur le coup. Une mort qu'ils ont eu le temps de voir arriver. Les passagers ont souffert dans la descente. Ce n'est pas une belle façon de mourir. L'un des témoins, un homme qui faisait son jogging à Port Hueneme, m'a dit « Vous avez l'air d'avoir perdu quelqu'un ?» Je lui ai répondu « Oui, j'ai perdu ma fille. » Alors il m'a dit « Vous savez, j'ai vu l'avion plonger. Je l'ai vu se retourner, partir en vrille. » Et il a ajouté « Quand je pense que tous ces gens avaient une vie à vivre et qu'ils sont tous morts, c'est terrifiant. C'est l'un des pires souvenirs de ma vie. » Suzanne da Silva a perdu son mari, Dean. Je sais qu'ils ont vécu une expérience vraiment atroce. C'était une fin très violente et les passagers ont souffert. Aucun corps n'était intact, tous étaient très abîmés. Et ils sont restés conscients pendant un long moment avant que l'avion ne se désintègre. Colleen Worley est morte en compagnie de son fiancé, Monty. Une mère attend toujours le retour de son enfant. Colleen voyageait énormément. Et ne plus l'avoir franchi, cette porte, c'est vraiment difficile. Je n'arrête pas de penser à ce qui a pu provoquer un tel accident. Et je veux découvrir le véritable responsable. Aussitôt, une enquête est ouverte et d'importants moyens sont mis en place pour aller repêcher les restes de l'avion étalés sur le fond de la mer à 200 mètres de profondeur. Nous avons installé une base opérationnelle et nous avons utilisé un véhicule télécommandé doté d'un sonar pour cartographier le champ de débris et connaître son étendue. L'enquête est menée par le NTSB, le Bureau national de la sécurité des transports américains, installé à Washington. L'enregistreur vocal des boîtes noires permet d'emblée d'aiguiller les enquêteurs vers l'origine de l'accident. Los Angeles approche d'Alaska 261, vous m'en recevez? Nous sommes en descente pour le niveau 220. Notre stabilisateur est toujours bloqué, nous avons beaucoup de mal à contrôler notre altitude. Nous nous sommes tout de suite doutés que le problème se situait dans la queue de l'appareil, là où sont les gouvernes. La défaillance et donc la cause du crash venaient de là. Les enquêteurs s'intéressent rapidement au compensateur de la gouverne de profondeur. Sur le MD-83, le compensateur est activé par un vérin à vis motorisé. Ce vérin permet de mettre le compensateur en position basse pour faire monter l'avion, ou au contraire, de le mettre en position haute pour mettre l'avion en descente. Le vérin du vol 261 est retrouvé au fond de la mer parmi les débris.
Remonté à la surface, il fait l'objet d'une étude approfondie et riche d'enseignements. La vis du vérin s'était désolidarisée de son écrou. Elle était là toute seule. Et on a retrouvé l'écrou dans un autre morceau de la structure à plusieurs mètres de la vis. Qu'une vis puisse se séparer d'un écrou avec un filetage aussi épais, ça nous a vraiment surpris. Ensuite, nous avons aussi trouvé des copeaux de métal enroulés autour de la vis tout le long du filetage. Et là, si vous regardez, tout le pas de vis a été arraché. Et ce qu'il en reste a été trouvé autour de la vis. Un pas de vis détérioré et un écrou visiblement fragilisé, le vérin ne pouvait plus fonctionner correctement. Et les pilotes n'avaient aucun moyen de découvrir l'origine réelle de la panne. L'équipage s'est retrouvé confronté à une situation qui ne s'était jamais produite auparavant. Il n'existe pas de procédure à suivre en cas de défaillance du vérin. Ils n'ont pas été formés à réagir à ce type de problème. À partir du moment où le vérin s'est bloqué, les pilotes ont perdu le contrôle du compensateur. Nous pensons que le filetage de l'écrou était complètement usé, et donc que la vis du vérin n'arrivait pas à tourner sous l'action du moteur. C'est ce qui a permis à l'équipage de constater qu'il y avait un problème. Les pilotes se doutaient que le problème se situait dans la queue de l'avion, mais ils ignoraient le rôle du vérin. Ils ignoraient surtout qu'en actionnant les deux moteurs qui commandent ce vérin, ils prenaient le risque d'aggraver la situation. Nous sommes à 23 700 pieds. Demandons. C'est bon, on a repris le contrôle. Non, on l'a pas. Là où ils se sont trompés, c'est quand ils ont voulu utiliser en même temps le moteur principal et celui de secours. À force de solliciter les moteurs, ceux-ci ont fini par faire bouger le vérin, qui ne tenait plus que par un seul écrou. À ce stade, l'avion était déjà condamné. Cet écrou n'a jamais été conçu pour tenir la charge aérodynamique induite par l'avion. Sors les aérofreins. Donne-moi les pompes de pression. OK. Avec le recul, après avoir réfléchi à ce qui s'était passé, nous savons maintenant qu'aucun équipage et membre d'équipage ne devrait s'entêter à faire marcher l'interrupteur défaillant. Chaque tentative affaiblissait un peu plus le seul et unique écrou. Sous l'effet de ces charges répétées sur l'écrou, cet écrou a finalement lâché. T'as senti ça? OK, sur-moi les becs. La vis du vérin est complètement sortie de l'écrou et du coup le compensateur s'est déplacé bien au-delà de ses capacités aérodynamiques. Oh putain! Qu'est-ce que... Ah oui! En position à piquer, le compensateur engage l'avion dans un plongeon mortel. À cet instant, la machine n'est plus contrôlable. Mets du pied! Mets du pied! Je touche pas les pédales! L'équipage a essayé de redresser l'avion jusqu'à ce qu'il percute l'eau. Tout le temps qu'a duré la descente, à aucun moment ils n'ont abandonné. Ah, cette fois on y est. Pour les enquêteurs, la cause est entendue. L'origine technique de l'accident est la défaillance du vérin du compensateur. Mais elle pose une nouvelle question. Pourquoi cette pièce a-t-elle lâché? L'enquête va prendre une autre tournure et s'orienter vers la maintenance d'Alaska Airlines. Le fameux vérin est ausculté sous toutes les coutures et les premières observations sont étonnantes. Il n'y avait aucune trace de lubrifiant ou de graisse sur le pas de vis. C'était assez surprenant et très étrange.
Cette absence de graisse sur une pièce qui doit obligatoirement être lubrifiée est une faute. Aussitôt découverte, le Bureau de la sécurité des transports avertit les autorités fédérales, qui déclenchent un contrôle sur tous les MD-80 américains. Évidemment, les avions d'Alaska Airlines sont également contrôlés. Et le résultat est affligeant. Sur les 34 appareils de la compagnie, 6, soit 20% de la flotte, ont un vérin défectueux nécessitant un remplacement immédiat. L'absence de graisse est responsable du crash. L'absence de graisse est la seule raison capable d'expliquer une telle usure. 88 morts pour une simple défaillance de graissage. Les enquêteurs suspectent d'autres fautes et se focalisent sur Alaska Airlines. Les procédures et les rapports de maintenance sont épluchés et permettent la découverte de faits encore plus graves et inquiétants. Nous avons interrogé tous les mécaniciens ayant travaillé sur ce type d'avion. Nous savions qu'ils avaient falsifié les fiches d'entretien et qu'ils n'avaient pas effectué le travail qu'ils avaient mentionné. Et les mécaniciens de la compagnie parlent. Oui, ils avaient consigne de bloquer le minimum de temps les avions au sol. Oui, leurs recommandations étaient parfois ignorées de leur hiérarchie. Oui, certaines fiches d'entretien ont été remplies sans que le travail ne soit réalisé. Chez Alaska Airlines, les enquêteurs vont de surprise en surprise. Pourtant, la compagnie fut longtemps une des plus florissantes. Mais au début des années 90, Alaska, comme les autres compagnies, prend la crise économique de plein fouet et plonge dans le rouge. Pour rétablir l'équilibre, ses dirigeants se lancent alors dans un plan drastique d'économie. Tout le personnel fait des sacrifices sur les salaires, des postes sont supprimés et la flotte est exploitée au maximum. En 2 ans, Alaska a réussi un véritable exploit économique en réduisant ses coûts de 80 millions d'euros et en augmentant considérablement ses bénéfices. Au début des années 1990, la compagnie Alaska Airlines a dû entièrement se restructurer et diminuer ses frais fixes afin de concurrencer les autres compagnies aériennes. Elle y est arrivée. Elle a fait un travail remarquable. Personne n'y croyait, mais elle a réussi. Mais ce succès a un prix. L'exploitation devient intensive. Un avion rentable, c'est un avion qui vole. Résultat, les temps de maintenance sont de plus en plus courts, au point que certains mécaniciens finissent par s'alarmer. John Liotin était chef mécano depuis 8 ans à l'atelier d'Oakland en Californie. Inquiet de voir la maintenance se dégrader dangereusement, il a pris une décision rare dans le monde de l'aéronautique et extrêmement courageuse. Il a tiré la sonnette d'alarme auprès des autorités fédérales. Pour des raisons juridiques, vous ne pourrez ni voir ni entendre John Liotin, incarné ici par un comédien. Le témoignage de Liotin est sans détour. Pour lui, les avions sont remis en service trop rapidement, sans avoir le temps d'effectuer les réparations nécessaires ou les changements de pièces indispensables. Pour lui, la compagnie remet en ligne des appareils dangereux sans écouter les avertissements des mécaniciens. En octobre 1998, 15 mois avant le crash du vol 261, John Liotin consigne par écrit ses inquiétudes. Il constitue un véritable dossier et s'appuie sur des faits précis. Et finalement, envoie le tout à l'administration fédérale américaine. C'est ce dossier qui a entraîné l'ouverture d'une première enquête sur Alaska Airlines. Chez Alaska, certains s'inquiétaient du non-respect des procédures de maintenance. Mais ils n'étaient pas assez nombreux et peu étaient prêts à les écouter. Pour moi, John Liotin est un héros. Suite à la dénonciation de Liotin, les autorités fédérales commencent à s'intéresser de très près à Alaska Airlines. Nous sommes en décembre 1999, plus d'1 an avant le crash du vol 261. Le dossier est transmis à un procureur fédéral et les inspecteurs du FBI font une descente dans les ateliers de maintenance de la compagnie. Des milliers de documents sont saisis et transmis au grand jury fédéral. Évidemment, la compagnie aérienne conteste le rapport de Liotin et défend la fiabilité de ses avions.
Mais les violations de procédures relevées par les enquêteurs se comptent par centaines. Finalement, en 2001, dans l'affaire Liotin, la compagnie est condamnée à de lourdes amendes, mais aucune charge criminelle n'est retenue contre elle. Les autorités fédérales exigeront juste un respect plus strict des réglementations et la suspension de 2 responsables techniques accusés de falsification. Entre-temps, le vol 261 s'est écrasé et John Liotin a été écarté de son poste. Dès 1999, la compagnie le met en congé forcé. C'est donc chez lui que le 31 janvier 2000, John Liotin voit ses pires craintes se transformer en véritable cauchemar. Ce qu'il avait tenté d'éviter vient de se produire, au large des côtes californiennes, et de coûter la vie à 88 personnes. Pire, en consultant ses propres fiches techniques, John Liotin s'aperçoit qu'il a un lien direct avec l'appareil du vol 261. 2 ans auparavant, en 1998, alors qu'il était encore chef mécano, il avait travaillé lors d'une grande visite sur cette machine. Et ses notes sont sans ambiguïté. À l'époque, il avait demandé le remplacement de la pièce défaillante, le vérin du compensateur. Une demande ignorée par sa hiérarchie, estimant sans doute que la pièce pouvait encore tenir jusqu'à la grande visite suivante, 2 ans plus tard. L'avion avait été remis en ligne avec un vérin fatigué qui n'a pas attendu la visite suivante pour se bloquer et provoquer une catastrophe. Alaska Airlines a sanctionné John Liotin, l'accusant d'être un élément perturbateur. Le mécanicien, à son tour, a attaqué la compagnie en diffamation. Finalement, Alaska a évité le procès en versant à John Liotin une grosse somme de dommages et intérêts et en lui interdisant toute communication publique. Aujourd'hui, John Liotin sait qu'il ne travaillera plus jamais dans l'aéronautique. Toutes les semaines ou presque, je reçois un appel de quelqu'un qui me demande s'il doit tirer la sonnette d'alarme. Je leur dis toujours qu'ils doivent être prêts à changer de carrière parce qu'ils ne retrouveront jamais de travail dans leur secteur ou dans le service public. En général, il est impossible de dénoncer sa compagnie ou ses supérieurs tout en sauvant sa carrière. Malheureusement, le courage de Liotin n'a pas pu empêcher le drame. L'enquête sur l'accident, elle, se poursuit et révèle encore de nouvelles anomalies. Ainsi, Alaska Airlines a non seulement réduit la durée d'entretien de ses avions, mais en plus a espacé les visites en maintenance. Une décision économiquement très rentable, mais techniquement très dangereuse. L'entretien d'un avion ne relève pas de l'improvisation. Lors de la conception de l'appareil, chaque pièce reçoit une fiche d'entretien précisant la fréquence de révision ou de remplacement. Les mécaniciens doivent vérifier les pièces après un certain nombre d'heures de vol. La fréquence des vérifications dépend des pièces. Certaines doivent être contrôlées après chaque vol, d'autres tous les 2 ou 3 jours. Conséquence de cette politique, au lieu d'être lubrifiés toutes les 600 heures, les vérins du compensateur étaient lubrifiés toutes les 2500 heures. Un intervalle 4 fois plus long. On comprend mieux l'état dans lequel les enquêteurs ont retrouvé le vérin du vol 261. Quand vous n'avez que 600 heures entre 2 inspections et 2 graissages, il n'y a aucune raison d'avoir un contact métal sur métal. Mais si vous passez à 2000 ou 2500 heures, alors vous commencez à grignoter ces couches protectrices, ces barrières visant à empêcher une défaillance catastrophique. Dans son rapport final sur le vol 261, le Bureau national de la sécurité des transports américains estime que l'allongement des délais entre chaque entretien du vérin a directement contribué à l'accident. Lorsque les compagnies aériennes font des économies de bout de chandelle, la maintenance et la sécurité sont compromises. Et chez Alaska Airlines, ce qui me choque le plus, c'est qu'ils aient été autorisés à augmenter l'intervalle entre 2 inspections, alors que ces inspections sont le seul moyen de voler en sécurité. L'enquête aura aussi permis de s'interroger sur la conception même de l'avion.
La famille des MD-80 est dérivée du vieux DC-9, construit par Douglas Corporation dans les années 1960. Cet appareil, vendu à plus de 2000 exemplaires dans le monde entier, avait une particularité, une queue en forme de T. Ce n'était pas dû au hasard, mais bien un choix des ingénieurs. Dans un avion de ligne, un des éléments clés est de pouvoir embarquer des passagers et du fret tout en équilibrant l'avion. Pour y parvenir avec ce type de gouverne, le compensateur doit être entièrement mobile. Mais les appareils les plus difficiles à construire sont ceux qui ont une queue en forme de T. Car le compensateur se trouve carrément au-dessus de la gouverne de direction. Et pourtant, le compensateur est un élément essentiel de l'avion. C'est ce qui permet de l'exploiter au mieux. Une commande essentielle est sur la famille des MD-80 ne possédant pas de sécurité absolue. Alors qu'en général sur un avion tous les systèmes sont doublés ou triplés, là, le vérin du compensateur sur cet avion est un système unique, sans solution de secours. La philosophie de conception qui a rendu les avions si sûrs est de ne jamais se trouver dans une situation où la défaillance catastrophique d'une pièce conduirait à la perte de l'appareil. Cette sécurité des sécurités, ces cascades de sécurité, vous permettent de monter à bord d'un avion avec pratiquement 100% de chances d'arriver à bon port. Sur le MD-80, les ingénieurs n'ont tout simplement pas imaginé qu'une défaillance du vérin puisse se produire. Ils ont considéré superflu un système de secours à leurs yeux parfaitement redondant, à partir du moment où le vérin était correctement entretenu. Ils sont tout à fait ridicules en disant que ce système est redondant. Il n'y a qu'une vis et qu'un écrou. C'est tout. Ça n'a rien de redondant. Les avions de la famille des MD-80 continuent à voler dans le monde entier. Malgré cette faiblesse structurelle, le vérin du compensateur n'a pas été modifié. Seules les consignes sur l'entretien ont été renforcées. Dans leur rapport final, les enquêteurs américains identifient 3 causes au crash du vol 261. L'absence de graissage, le non-respect des procédures de maintenance et l'allongement des intervalles entre chaque révision. Ces 3 causes, additionnées au défaut de conception du vérin, ont provoqué un accident qui a fait 88 morts. Un accident qui aurait pu facilement être évité. Trois ans après la disparition du vol 261, les familles et les amis des disparus ont fait ériger un monument commémoratif à Port Vanhem, à proximité du lieu du crash. Nous ne pourrons jamais dédommager les familles qui, dans cette catastrophe, ont perdu un être cher. Mais au moins, nous pouvons promettre à ces familles en deuil et à toutes les autres familles dans le même cas que leurs proches ne sont pas morts pour rien. Nous ferons en sorte que chaque mort contribue à sauver la vie de 3, 4, 5 ou 10 passagers. Miss Carol Carlson. Colleen était différente. Elle aimait l'aventure. Et personne dans notre famille ne possède cette qualité. Maintenant, tout ce que nous pouvons faire, c'est nous souvenir d'elle et nous efforcer de vivre un peu mieux par égard pour elle. Vous savez, quand j'étais enfant, personne ne portait de ceinture de sécurité. Les voitures n'en étaient même pas équipées. Maintenant, nous savons que nous devons attacher nos ceintures. Nous n'en savions pas autant sur les dangers de la cigarette, mais maintenant nous savons que ce n'est pas bon pour la santé. Je pense que nous avons encore beaucoup à apprendre sur la sécurité aérienne. Nous ne sommes plus comme avant. Nous naviguons en pleine tempête, vague après vague. Elle se forme et se déforme et n'arrête jamais. La perte d'un enfant est ce qu'il y a de plus terrible. Je ne le souhaite à personne. Cet avion s'est écrasé à cause d'une négligence. Quel gâchis, quelle mort inutile.
se dire qu'ils sont morts parce qu'une compagnie aérienne voulait gagner plus d'argent.